Mesdames et messieurs les députés, bonjour à tous. Écoutez, je suis très heureux d'être ici avec vous pour parler d'intelligence artificielle et puis pour conclure les échanges que vous avez eus aujourd'hui. Intelligence, c'est la façon, c'est la capacité à créer du lien entre des systèmes complexes. C'est la capacité à créer des liens entre des idées, créer des liens entre des données, créer des liens entre des concepts qui parfois ne font sens que quand ils sont mis en commun. C'est ça qu'on appelle l'intelligence. Et c'est ça qui fait qu'on devient une femme ou un homme intelligent, c'est ça qui nous différencie de nombreuses espèces. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, sur l'intelligence artificielle, eh bien, on doit mettre beaucoup d'intelligence, parce que le sujet est complexe. L'intelligence artificielle est un sujet complexe et qui a besoin de temps pour créer de l'intelligence collective autour de lui. Et ce que fait ce forum, ce qu'a fait sa première édition il y a 1 an, ce que nous faisons depuis 2 ans en travaillant, ce qu'a fait Cédric Villani en consultant, ce que nous avons fait en proposant une stratégie nationale, c'est créer du lien entre toutes ces idées, entre toutes ces personnes, entre tous ceux qui s'engagent autour de l'intelligence artificielle. Alors, est-ce qu'on en est à un moment de maturité où on comprend tout et où tout est complètement clair? La réponse est non, on est au milieu du chemin. Mais quand on regarde où nous en étions il y a 5 ans, on voit bien qu'il y a eu une véritable avancée. Est-ce qu'on peut dire que l'Europe est prête? Est-ce qu'on peut dire que la France est définitivement prête? Encore une fois, la réponse est non. Mais est-ce qu'on peut dire que l'Europe et la France ont mobilisé toutes les intelligences pour créer de l'intelligence autour de l'intelligence artificielle? La réponse est oui. Et je vais tirer ce fil pour qu'on comprenne quel a été le travail de tous ceux qui sont intervenus depuis ce matin, quel a été le travail du gouvernement depuis bientôt 1 an et demi. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces échanges depuis 2 ans? Ça fait 2 ans qu'on consulte, qu'on rencontre, qu'on décide, qu'on débat, qu'on finance, qu'on décide de désigner un chemin. Et on peut retenir de tous ces échanges, on peut retenir de tout ce travail quelques éléments que j'aimerais partager avec vous. Le premier, c'est celui de la maturité de l'intérêt. Il y a 5 ans, le sujet de l'intelligence artificielle, ça restait un sujet d'experts et de gens intéressés par les experts. Il y a 4 ans, ça s'est un petit peu plus ouvert aux sphères politiques. Depuis 3 ans, c'est un sujet qui a attiré autour de lui une certaine curiosité. Depuis 2 ans, c'est devenu un véritable sujet politique. Et depuis 1 an, vous l'entendez, vous avez des quotidiens nationaux qui en ont fait une page permanente. Vous avez de plus en plus de livres qui sortent sur ces sujets, de plus en plus d'émissions télé qui décident de lui consacrer du temps. Vous avez de plus en plus de séminaires, de plus en plus de colloques autour de l'intelligence artificielle. Eh bien, tout ça, c'est une chance. Et tout ça, c'est ce qui va nous permettre d'être capables, en tant que nation, d'être capables, en tant que continent, de montrer et de désigner un chemin. Aujourd'hui, dans l'intelligence artificielle, on en arrive à ce moment particulier du débat, ce moment de maturité, où il n'y a pas d'un côté ceux qui s'y intéressent et ceux qui ne s'y intéressent pas, et ceux qui s'y intéressent objectent à ceux qui ne s'y intéressent pas qu'ils sont des has-been, et ceux qui ne s'y intéressent pas regarderaient avec beaucoup de conservatisme ceux qui s'y intéressent en disant que ces gens-là s'intéressent à des sujets qui ne sont pas si importants que cela. Non, aujourd'hui, le débat, il est politique. C'est-à-dire qu'il y a différentes façons d'envisager et de penser le rôle de l'intelligence artificielle dans nos sociétés. Il y a différentes façons d'envisager l'importance que revêt cette transformation de notre économie, transformation de notre société, transformation globale de la façon que l'on a d'agir et de collaborer ensemble. Eh bien, c'est dans la définition de ces lignes de séparation, de ces lignes de rupture, de ces lignes de débat, qu'aujourd'hui est en train d'émerger une perspective à l'européenne et à la française vers l'intelligence artificielle. Si on regarde aujourd'hui vers où va l'Europe, vers où va la France sur le sujet de l'intelligence artificielle, on voit qu'il y a peut-être un sujet qui a émergé plus particulièrement depuis 1 an, et notamment dans les différentes interventions du président de la République, et encore une fois hier. Hier à l'UNESCO, le président de la République, lors de l'Internet Governance Forum, a expliqué quel était le chemin de la France et de l'Europe sur la transformation numérique et sur les chemins de redéfinition de l'Internet dans les années à venir. Et il a utilisé le terme de modèle californien d'un côté, de modèle chinois de l'autre, et dans l'idée qu'il existait entre les deux un modèle européen. Qu'est-ce qu'il y a dans cette opposition entre 2 modèles? Il y a l'idée que depuis longtemps, on a un modèle que l'on peut qualifier de modèle californien, où on a théorisé, on l'a posé, on a même mesuré que c'est par la recherche de profit
qu'on attire les meilleurs innovateurs et que donc ces innovateurs vont créer les meilleures innovations. Et qu'il est donc souhaitable pour la société d'avoir un système où on a un hyper-investissement avec un hyper-profit et que ça est de nature à avoir un impact sur notre société parce que cela permet de développer l'innovation. On a à l'opposé un modèle qui pourrait être caractérisé de chinois avec une très forte implication de l'État, avec un objectif qui serait plutôt lié à celui du contrôle et où l'importance pour l'innovation est toujours la même, mais la façon avec laquelle elle se développe n'est pas construite de la même manière. Et puis entre les deux, il y aurait ce modèle européen qu'il s'agit de construire, dont on ne peut pas dire qu'il a été démontré, dont on ne peut pas dire qu'il a été mesuré. Mais ce serait ce modèle qui met un équilibre entre performance et humanité. L'idée que nous ne faisons aucune concession sur la performance et sur la capacité à innover. Nous souhaitons faire de l'Europe un champion du numérique, un champion de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire être premier dans le monde, pas sur tous les sujets, sur certains d'entre eux, mais donc mobiliser ces intelligences, mobiliser cette performance, mais être des champions de l'intelligence artificielle au service des humains et de la planète. Et c'est là où on peut poser la question de ce deuxième pilier. Est-ce que quand on dit qu'on est au service des humains et de la planète, ça veut dire qu'on est moins performant? Ou est-ce que ça veut dire qu'au contraire, ce serait peut-être une manière d'être plus performant mais différemment? Que c'est un avantage compétitif aujourd'hui que d'être porteur de valeurs. Mais c'est ça que nous portons avec le président de la République. Nous sommes certains que revendiquer des valeurs, ça n'est pas se limiter, c'est au contraire être capable d'attirer par cette promesse les meilleurs talents de l'innovation, les meilleurs investisseurs sur l'innovation, et de créer un écosystème européen de l'intelligence artificielle qui serait profondément ancré dans cette volonté d'être les meilleurs et dans cette volonté d'un impact profond dans la vie des femmes et des hommes et sur l'avenir de la planète. Moi, j'ai la conviction que ce modèle responsable, que ce modèle européen, il a vocation à susciter l'intérêt collectif et à être capable d'assumer l'objectif que vous avez rappelé à plusieurs reprises tout à l'heure, d'une véritable stratégie européenne sur ce sujet. Hier, nous étions avec le vice-président Ansip, avec Maria Gabriel, avec deux autres commissaires européens et avec le président de la République. Et nous étions tous convaincus autour de cette table qu'il y avait un chemin pour l'Europe et qu'il y a une seule vision portée par l'Europe et que c'est le moment aujourd'hui, j'ai vu que certains d'entre vous avaient dit, on a 2 ans, sinon on a perdu. Moi, je pense qu'on a moins que ça. Je pense qu'on a 1 an et qu'il faudra que ce débat et que cette discussion, elle fasse partie des élections européennes. Et il va falloir que les différents partis qui se présentent, que ce Parlement en devenir, que cette Commission en devenir, s'engagent profondément pour l'intelligence artificielle. Et la Commission actuelle, dans les prochains mois, parce que vous savez, ce n'est pas parce qu'il y a des élections qu'une Commission n'est plus au travail, cette Commission va et a un rôle et un devoir d'assembler, de réunir les différentes nations autour de ce sujet d'une intelligence artificielle à l'européenne. Alors ça a amené à plusieurs propositions de la part de la France, celle de la création d'un GIEC de l'intelligence artificielle à la façon du GIEC, c'est-à-dire une collaboration entre des experts internationaux, indépendants, capables chaque année de définir parfois des propositions de règles, parfois de montrer, de sonner l'alarme quand il le faut. Vous l'avez vu ces dernières semaines concernant le climat. Un intérêt particulier qui a été suscité chez les Canadiens et qui sont nos premiers partenaires dans ce dialogue. Dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, eh bien, ça va devenir une réalité. Et ça, je pense que c'est déjà un premier succès et que c'est extrêmement intéressant dans cette façon de percevoir, de porter un regard particulier sur l'intelligence artificielle. Le deuxième sujet sur l'éthique au niveau national, comment on est capable de créer une discussion sur l'éthique qui ne se fait pas contre l'innovation. Comment on est capable de créer une discussion sur l'éthique qui est bien faite de tous les partenaires et pas uniquement des experts en expertise du sujet de l'éthique. Eh bien ça, c'est tout l'enjeu des prochaines semaines sur la forme que nous donnerons à cette réflexion autour de l'éthique et de l'intelligence artificielle. Alors maintenant qu'on a posé cette question du sens, on a dit qu'on voulait faire une intelligence artificielle au service des humains et de la planète, on sait pourquoi on court et on sait qu'on doit courir. Alors, on fait quoi? On sait pourquoi, maintenant, allons dans le quoi. Souvent, je dénonce le fait qu'on ne sait pas pourquoi on court, mais qu'on court et qu'on ne sait plus pourquoi on est en train de le faire. Pourquoi est-ce qu'on doit investir plus? Pourquoi est-ce qu'on doit être tous mobilisés? Pourquoi est-ce que vous venez tous à ce forum? On le fait parce qu'on veut avoir un impact sur les humains et sur la planète. Voilà, ça c'est sûr. Et maintenant, on a un double enjeu opérationnel. Le premier, c'est celui de l'augmentation de l'expertise. Le second, c'est celui de la démocratisation. C'est 2 chemins différents, c'est 2 chemins parallèles, et sur les 2, il faut qu'on soit très fort.
Augmenter le niveau d'expertise, c'est toute la politique que l'on mène pour s'assurer que nous sommes toujours dans la maîtrise. La maîtrise du meilleur niveau en intelligence artificielle, c'est avoir les meilleurs chercheurs. C'est créer une capacité à attirer les meilleurs chercheurs. Alors, à la fois dans la recherche publique, et vous avez vu que nous avons annoncé la semaine dernière, la proposition de désignation des 4 premiers instituts de 3IA, avec Grenoble, Nice, Paris et Toulouse. C'est dans quelques semaines une annonce globale que nous ferons avec la ministre Frédérique Vidal sur la politique publique de recherche sur l'intelligence artificielle, mais c'est aussi la recherche privée. Comment on fait pour s'assurer qu'on attire en France et en Europe les meilleurs centres de recherche privée en intelligence artificielle? Et là-dessus, il ne faut pas qu'on soit timide, il faut qu'on soit fier un petit peu. On a attiré l'Institut de recherche de Google, celui de Facebook, de Fujitsu, de Samsung, de Criteo, de Valeo. Aujourd'hui, on a de la recherche privée en intelligence artificielle de très haut niveau en France. On a de la recherche publique en intelligence artificielle de très haut niveau en France. Mais on a aussi des Français dans la recherche en intelligence artificielle partout dans le monde. Et il s'agit aussi de les attirer. Un autre élément qui va être très important dans ce rôle du chercheur, c'est un des éléments dans cette loi Pacte, qui va permettre à des chercheurs publics qui ont fait de la recherche en intelligence artificielle, mais plus globalement sur tout leur sujet, et qui vont pouvoir devenir des entrepreneurs et rester des chercheurs, ou devenir des entrepreneurs et redevenir ensuite des chercheurs. Aujourd'hui, on avait une limitation, on était quasiment un des seuls pays au monde à autant faire confiance en nos chercheurs, sauf quand ils voulaient devenir entrepreneurs. Et bien que la loi Pacte, on va leur faire confiance aussi pour qu'ils puissent le devenir, et qu'ils puissent revenir, et qu'ils puissent apporter le maximum de leur intelligence à leur pays. Et ça, c'est très important. Un autre élément, qui est peut-être plus discret, mais qui sera une révolution à partir du mois de mars 2019, c'est le French Tech Visa. Le French Tech Visa, il sera ouvert à toutes les entreprises innovantes qui voudront recruter un talent étranger pour avancer dans leur recherche, pour avancer dans leur déploiement commercial. Ce processus du French Tech Visa, il va permettre d'accélérer le recrutement d'une personne de nationalité étrangère, passer de plusieurs mois de procédure à plusieurs jours ou semaines, apporter des solutions de ressources humaines opérationnelles à toutes les startups, mais aussi aux entreprises plus importantes qui ont besoin de ces ressources, qui les ont identifiées et qui vont pouvoir les recruter plus facilement. C'est pour moi quelque chose de très important. Alors là, c'est comment on augmente l'expertise. Mais je vous ai dit, il y a un deuxième chemin à côté qui est tout aussi important, qui est celui de la démocratisation. Démocratisation dans l'économie, démocratisation dans l'administration, démocratisation vis-à-vis des citoyens. La démocratisation dans l'économie, c'est poser la question de comment l'intelligence artificielle appliquée aux domaines existants va les transformer et créer des opportunités pour la France. Comment l'intelligence artificielle est créatrice de nouveaux domaines d'activité, de nouveaux potentiels de développement économique, et comment on s'assure que la France est prête à les affronter. Alors, il y a déjà quelques grands projets fédérateurs, dont l'un des premiers, dont vous avez parlé ce matin, est peut-être le plus emblématique. C'est celui du véhicule autonome, c'est celui des transports et des mobilités de demain. Sur ce sujet, nous avons créé une coalition nationale sur le sujet, des rendez-vous réguliers, une stratégie qui est portée avec des financements publics. Elisabeth Borne en a fait un des piliers essentiels de son action de l'année à venir. Et ça va être extrêmement important. Parce que sur ce sujet du véhicule autonome, sur ce sujet des mobilités, la France a une carte à jouer. Et la France peut être un des leaders mondiaux sur ces sujets. Si nous nous en donnons les moyens, c'est le cas. Si nous nous organisons, c'est le cas. Si nous sommes capables de créer de l'intelligence collective, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Deuxième élément, c'est, dans cette démocratisation économique, c'est la capacité à faire émerger des nouveaux acteurs économiques sur ces nouveaux sujets. C'est pour ça qu'on a créé ce nouveau fonds pour les deep tech, qui doit permettre de mobiliser des fonds particulièrement importants. C'est un fonds doté de 400 millions d'euros, qui doit permettre d'investir en co-investissement avec le privé, donc avec un impact de plusieurs milliards d'euros, dans des projets qui ont besoin de plus de temps ou de mobiliser plus de moyens intellectuels et de moyens humains pour mobiliser l'intelligence artificielle et la recherche avancée à des applications économiques. Troisième chose que nous faisons, et qui est très important, c'est ce fameux fonds pour les innovations de rupture, sur lequel on a choisi 2 priorités. Ces 2 priorités, elles sont liées à l'intelligence artificielle. La première que nous avons choisie, avec Bruno Le Maire et avec Frédérique Vidal, et des personnalités qualifiées, c'est de désigner le diagnostic médical comme un sujet prioritaire, avec un appel à projet qui a été lancé, qui sera financé à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros, parce que là aussi, encore une fois, la France a une carte à jouer. Sur ce sujet de la santé, je fais un petit aparté, on parlait des projets fédérateurs. Le Health Data Hub,
C'est une révolution. Il a été annoncé par la ministre de la Santé il y a quelques semaines, 2 semaines, nous l'avons annoncé ensemble. Il est en train de devenir une réalité opérationnelle. Nous l'avons financé, et Gérald Darmanin vous en a parlé ce matin, grâce au FATP, ce Fonds pour l'action de la transformation publique. Et donc ce hub de données de santé, ce sera un véritable hub de données qualifiées, issues de toutes nos institutions publiques de santé. Nous sommes un des pays dans le monde qui a choisi de socialiser le risque de santé. Donc il se trouve que la plupart des données santé, en tout cas les plus intéressantes, sont produites par des médecins et des organisations et des structures qui sont payées avec de l'argent public, et que donc ça nous donne une force particulière pour réunir ces données, ce qui n'est pas le cas d'autres systèmes de protection sociale où l'on n'a pas été capable de le faire. Après, est-ce que l'histoire a fait qu'on avait toujours su partager? La réponse est non. C'est pour ça qu'il y a des grands défis organisationnels. Mais ce sera une révolution. Donc d'un côté, on finance des appels à projets pour que des start-up, des entreprises aillent dans la recherche liée au diagnostic. Et de l'autre, on va libérer et créer la capacité à utiliser des données très riches, de très haut niveau, pour qu'elles puissent donner du sens à leurs recherches. Le deuxième sujet qu'on a décidé de financer avec ce fonds pour les innovations de rupture, c'est le sujet de l'explicabilité et de l'audit des algorithmes. Comment avoir une perception de haut niveau de l'action d'un algorithme, notamment d'un algorithme d'intelligence artificielle, quand nous n'en avons pas accès aux sources. Comment on est capable aujourd'hui d'avoir un avis politique, d'avoir un avis juridique, d'avoir un avis réglementaire vis-à-vis d'un algorithme, au regard de son impact, au regard des biais qu'il est capable de créer, au regard de l'impact qu'il a sur l'intérêt général. Pour ça, il nous faut des outils intellectuels, il nous faut des outils de recherche. Un des autres sujets pour la démocratisation économique, c'est celui du partage des données. Je vous ai parlé du partage des données de santé, mais ce partage des données, il est dans tous les secteurs économiques. Il y a quelques données qui ont un rôle un peu particulier, celles qu'on a appelées les données d'intérêt général. Sur ce sujet, vous savez qu'on en a fait une priorité des États généraux du numérique que nous avons lancé depuis le mois de juillet. Les données d'intérêt général, c'est un concept que nous aurons à débattre dans les prochaines années. C'est un concept nouveau, c'est un concept essentiel qu'il va falloir généraliser. C'est cette idée que, y compris dans la sphère privée, il existe des données qui ont un statut particulier, qui, si elles étaient réunies ensemble, pourraient créer de la valeur pour l'intérêt général. Et qu'en cela, eh bien, elles méritent d'être partagées. Qu'en cela, elles méritent d'être partagées soit entre des acteurs du privé, soit avec le gouvernement. Et c'est tout l'enjeu du travail qui est actuellement en cours dans ces États généraux. Quelles sont ces données qu'il faudrait rendre obligatoirement partageables avec le gouvernement? Quelles sont ces données qu'il faudrait obligatoirement rendre partageables entre des acteurs d'une industrie? Et puis, vous avez des données qui, en dessous, n'ont pas un intérêt général, mais elles ont un intérêt industriel pour différents acteurs d'une industrie. Et dans ce cas-là, et nous l'annoncerons dans quelques semaines, nous souhaitons favoriser au sein de chaque industrie la capacité pour différents acteurs à partager des jeux de données de haut niveau qui leur permettent ensemble de créer plus d'utilité grâce à l'intelligence artificielle, mais qui, s'ils n'étaient utilisés que par chacun, ne rendraient pas la capacité à créer cette valeur. Ensuite, toujours dans cette démocratisation économique, on a le sujet des PME et des ETI de l'économie traditionnelle. Aujourd'hui, on a tout un secteur à développer qui n'est pas encore mature en France et en Europe, qui est celui de l'intelligence artificielle comme un service, l'intelligence artificielle as a platform. Comment, avec souvent des outils d'intelligence artificielle qui utilisent de la recherche vieille de plus de 10 ans, de plus de 15 ans, mais qui peuvent avoir un impact massif en termes de productivité, de création de marge de manœuvre ou de capacité à faire innover au sein de ces industries. Bien, dans certains pays, ces acteurs intermédiaires, ces acteurs qui sont à la taille de ces entreprises, ils existent, ils se développent. Eh bien, en France, c'est un secteur à développer. Et dans les prochaines semaines, encore une fois, notamment dans nos différents appels à projets, nous ferons tout pour favoriser cette diffusion dans le tissu économique de l'utilisation de l'intelligence artificielle comme une plateforme. Après, et Gérald Darmanin y a passé du temps ce matin, il y a la diffusion dans l'administration. Nous avons lancé un laboratoire d'intelligence artificielle interministériel, nous avons lancé un appel à projet d'innovation lié à l'intelligence artificielle. Dans le cadre du Fonds pour l'action de la transformation publique, il se trouve, alors que l'intelligence artificielle ne faisait pas partie des prérequis, de nombreux projets liés à l'intelligence artificielle ont été faits. Alors, ont été proposés souvent pour le contrôle et la manipulation massive de données,
vous l'avez peut-être vu dans Capital ce dimanche, avec toutes les polémiques qui ont pu suivre, mais tout l'intérêt aussi qu'il y a derrière. Mais c'est aussi apporter plus de services dans le quotidien des Français, et ça dans les prochaines semaines et les prochains mois, notamment grâce à notre coordonnateur de la stratégie IA et de l'action de l'IA au sein de l'administration, vous en verrez les impacts réels dans la vie des citoyens. Enfin, et c'est peut-être le sujet le plus complexe et le plus important, c'est la démocratisation vis-à-vis des citoyens. Et là, nous avons tous un rôle à jouer, et notamment nos parlementaires ici présents, moi-même en tant que représentant du gouvernement, mais vous tous ici, puisque si vous êtes présents, c'est que vous êtes intéressés au sujet, que vous le maîtrisez particulièrement. Si on était dans un débat d'experts il y a 5 ans, si on s'est ouvert petit à petit, nous n'avons pas encore fini ce chemin de la maturité du débat. Nous n'avons pas encore fini ce chemin qui fera que ce débat sera compris, perçu par tous les citoyens. Alors on a un premier chemin, qui est déjà de le faire comprendre par tous les parlementaires. Et donc, quand je disais qu'on s'est rencontrés ici, Virginie, il y a 3 ans, la peut-être mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a 3 ans, c'était aussi un peu les mêmes parlementaires qui étaient là, sauf les nouveaux élus. Donc, je suis heureux de vous retrouver. Mais Laure, c'est aussi toi qui étais là, et c'est aussi ici que je t'ai rencontré. Madame Laure de la Rodière, Madame la députée. Il est très important que sur ces sujets numériques, que sur ces sujets d'intelligence artificielle, nous prenions la responsabilité de la diffusion des savoirs. Et nous qui savons un peu, mais ceux qui en sont les experts, il y a cet impératif à consacrer du temps, de l'énergie à débattre. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Regardez les débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale au moment des discussions sur l'introduction dans le droit français du règlement pour la protection des données RGPD. Eh bien, de nombreux députés ont profité de cette tribune pour dénoncer le danger technologique de l'intelligence artificielle. Ce n'était pas l'objet des discussions, ça ne faisait pas partie particulièrement des amendements ou des articles qui étaient débattus, mais ça offrait une très belle tribune. Et pourquoi est-ce que certains ont pu le faire de façon caricaturale? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas créé les briques de débat sur ce sujet. Sur des sujets matures, on ne peut pas dire n'importe quoi, parce qu'avant vous, d'autres ont parlé, parce qu'avant vous, d'autres ont réfléchi. Et donc, c'est pour ça qu'on a un impératif, si on ne veut pas rater ce chemin de l'innovation, si on ne veut pas le contrer, ce chemin de l'innovation, on a un impératif de transparence et d'écoute. Si on ne le fait pas, on va être en retard de 15 ans. Parce que si on ne le fait pas, les inquiétudes seront légitimes dans le peuple, elles seront légitimes au Parlement, et les gens feront tout pour freiner, feront tout pour ralentir, et ils auront eu raison. Donc si on ne veut pas que ça arrive, il faut une mobilisation générale. Je vous remercie à tous d'avoir participé à ce forum et je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Merci beaucoup.